Alors bonjour chers auditeurs, bienvenue sur le podcast Hors des sentiers battus. Le podcast où on va traiter sur les thématiques autour de l'entrepreneuriat, de la performance et surtout du sens que l'on y met, sur les raisons de pourquoi on le fait. Dans ce podcast, comme le nom l'indique, on traite en dehors des chemins habituels. On peut parler de plein de sujets qui sont aussi passionnants que les autres. Mais celui-ci aujourd'hui me plaît particulièrement et j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Anne-Claire Chamand, du coup, sur ce podcast. Anne-Claire, je te laisserai t'expliquer, bien évidemment, sur ce que tu fais, Bonjour. et, au- bonjour. Et aujourd'hui, tu pratiques ce qu'on appelle la libération émotionnelle et transgénérationnelle. Euh, mais pas que ça. Tu fais également aussi maintenant de la dépolarisation, du coaching. Voilà, tu élargis tes prismes d'activité et c'est passionnant. Je te laisserai du coup prendre la main pour nous expliquer en fait ce que tu appelles la libération émotionnelle et transgénérationnelle, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Thomas. Alors effectivement, donc moi je fais de la libération émotionnelle et transgénérationnelle. J'aime bien introduire ce que je fais en citant souvent un proverbe amérindien, pardon, qui dit: ce que je fais aujourd'hui répare 7 générations en arrière et construit 7 générations à venir. Et j'adore en fait ce proverbe parce que pour moi il illustre vraiment bien le fait que notre propre histoire personnelle n'est pas simplement un livre unique sur une bibliothèque, mais fait bien partie, si tu veux, de plusieurs tomes d'une même histoire. Et que pour mieux tourner la page, pour mieux comprendre et vivre pleinement notre propre histoire, c'est important d'avoir lu les pages précédentes. Et donc souvent, j'ai des clients qui me disent, oui, je comprends pas, émotionnellement c'est difficile, j'y arrive pas, je fais tout ce qui est en mon pouvoir et pourtant ça marche pas. C'est trop difficile, c'est injuste, j'ai pas mérité ça. Et moi, je leur dis, bah non, vous l'avez peut-être pas mérité, mais c'est sûrement ce dont vous avez hérité. Et c'est là du coup que généralement les gens ils se réfléchissent un peu, ils se disent bah, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, la libération émotionnelle et transgénérationnelle, en fait, ça permet d'aller justement, si tu veux, à la rencontre de toutes ces histoires familiales qu'on qu'on porte malgré soi et qui peuvent en fait nous entraver dans notre propre histoire, dans notre propre trajectoire, dans l'atteinte de nos propres objectifs. Et du coup, ce qu'elle propose, en fait, ce que moi je propose en libération émotionnelle et transgénérationnelle, c'est d'aller comprendre, libérer les causes profondes cachées derrière ce que moi j'appelle les symptômes, on va dire les symptômes apparents de mal-être. Les empêchements, les étouffements, la sensation d'être étouffé, de se sentir bloqué émotionnellement, de se sentir bloqué de manière matérielle. Donc du coup, on va vraiment aller chercher à travers notre généalogie et à travers le prisme de la psychologie à comprendre nos propres blocages actuels. Hmm. Donc, et oui, et puis du coup, vraiment, moi, ce que j'aime bien aussi démystifier un petit peu parce que souvent, on a des idées un peu préconçues. Qu'est-ce que ça n'est pas, du coup, la libération émotionnelle et transgénérationnelle? Déjà, c'est pas aller parler aux morts, ok, les réveiller pour se mettre en danger en utilisant le Ouija. Pas du tout. Ensuite, c'est pas non plus remonter tout le fil de la généalogie pour savoir si on n'a pas des ascendants qui sont de lignée royale. D'accord, on n'est pas là pour flatter notre ego, savoir si on vient des princes ou des princesses. C'est pas non plus se dire ah ok, en fait la famille c'est important, il faut absolument que je respecte tout le monde et donc il faut absolument que j'aille parler tous les dimanches à Tata Monique et que je m'inflige ça ou que je me réconcilie avec toutes les personnes de ma famille. Pas du tout. Et puis c'est encore moins se dire oui, en fait, c'est parce que mon aïeul, il a fait ça et qu'il a été injuste, que moi, du coup, je vis de l'injustice, donc je le répare et je me déresponsabilise. Pas du tout. En fait, la libération émotionnelle et transgénérationnelle, c'est même l'inverse. C'est-à-dire vraiment qu'on va aller chercher à comprendre ce qui s'est passé plus haut que nous, chez nos ancêtres, pour se libérer, pour transformer et en fait pour écrire après sa propre histoire sans être dicté par les programmes inconscients qui nous viennent du coup de nos héritages ancestraux. Voilà. D'accord. Merci d'avoir bien précisé la différence entre la médiumnité et puis effectivement les guérisons des vies passées en expliquant que c'est pas ça. C'est vraiment, on est quand même dans, du coup, si je comprends bien sur ce que tu dis, c'est on est là pour voir les mécanismes inconscients qui pourraient provenir en fait d'un héritage généalogique, si j'ai bien compris. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, Hmm. c'est vrai que la médiumnité,
En fait, la médiumnité, si tu veux, il n'y a pas les mêmes objectifs, il n'y a pas les mêmes méthodes. La médiumnité, on est vraiment sur des sensations extrasensorielles. Et l'objectif d'utiliser ces sensations extrasensorielles, ça va être de réconforter, de délivrer des messages, tu vois, de guider un petit peu, on va dire ça comme ça. Et du coup, on peut utiliser différents outils, des oracles, uniquement ses ressentis, de la clairvoyance, alors que en libération transgénérationnelle et émotionnelle, on va vraiment s'appuyer sur l'histoire familiale, sur les événements qui se sont passés, sur l'historique, et à partir de ça, du coup, on va justement, on va appliquer le prisme de la psychologie sur toutes ces histoires familiales-là pour voir comment elles nous impactent. Et pareil, Hmm. sur les vies antérieures, on a une différence aussi au niveau de la temporalité. Parce que dans les vies antérieures, enfin, vie antérieure ou libération des vies parallèles, etc., on part du postulat que, euh, que l'être vivant a eu plusieurs vies ou a plusieurs vies en fonction de ce en quoi on croit. Ça peut être soit des incarnations, des différentes incarnations, soit des vies qui sont parallèles et multidimensionnelles. Et là, pareil, pour l'intention peut être la même, c'est-à-dire libérer les traumatismes vécus dans ces d'autres vies, comme en psychogénéalogie, on peut libérer les traumatismes vécus de nos ancêtres. Donc l'intention, c'est la libération et la transformation pour guérir, mais les outils vont être différents et la temporalité différente quand on parle de vie antérieure ou de libération transgénérationnelle. Puisque transgénérationnel, on parle vraiment de nos ancêtres qui ont existé, Hmm. dont on est, en fait, on peut prouver l'existence à travers notre arbre généalogique. Alors que, avec les vies antérieures, on est sur une approche vraiment spirituelle. Après, c'est vrai que moi, dans ma pratique, c'est quelque chose que je ne vais pas forcément toujours, on va dire, dissocier ou séparer de manière hyper cartésienne. C'est-à-dire qu'aussi, il y a les définitions, et puis il y a ensuite comment chaque thérapeute s'approprie sa propre pratique, quelles sont si tu veux, les subtilités de chaque approche, de chaque pratique, et puis aussi les affinités de chaque thérapeute. Je sais que moi, lorsque je fais de la libération transgénérationnelle, je peux facilement allier effectivement libération transgénérationnelle et puis parfois aussi clairvoyance, puisqu'il y a des choses qui s'imposent à moi à travers ce que le discours et le dialogue de la personne. Et là, ça va être du Anne-Claire Chaman, ça va pas forcément être autre personne, et puis d'autres personnes vont peut-être faire de la libération transgénérationnelle uniquement à partir de leur ressenti. Tu vois, donc là, ça dépend aussi après des pratiques personnelles de chaque thérapeute. D'accord. Oui, effectivement. Je comprends. Donc, en fait, il y a vraiment cette dimension. Donc là, on va vraiment travailler sur la généalogie. Donc, quelque chose qui est quand même assez concret. On n'est pas dans le, comme tu dis, dans le spirituel, mais on est quand même sur un héritage énergétique qui amène une inscription un peu émotionnelle, je suppose, dans l'ADN de l'individu. Ou je ne sais pas exactement, mais voilà, un peu ça. D'accord. Et, Oui. mais ça reste quand même quelque chose qui échappe à notre contrôle, indirectement, si je comprends bien, à la base. Bon. C'est quand même important de savoir parce que tu vois, moi, je m'adresse à des entrepreneurs, je m'adresse également à des cadres. Voilà, c'est des personnes qui sont amenées à lancer, à gérer des équipes, à driver des équipes ou donc, à lancer une entreprise ou à la faire pérenniser. Et dans ce cas de figure, donc, il y a énormément d'incertitudes et de paramètres à prendre en compte, et notamment le paramètre du coup relationnel, quoi, et qui est hyper fondamental en fait. Et justement, moi, ce qui me questionne, c'est en quoi, du coup, un entrepreneur, par exemple, ou un dirigeant, coordinateur d'équipe, ça serait particulièrement judicieux de travailler justement sur ces thématiques-là, sur la libération émotionnelle et transgénérationnelle, pour justement développer, pérenniser, équilibrer son activité dans ce cas de figure, sur quelque chose qui échappe à son contrôle, peut-être. Alors, il y a deux choses principales. On va dire, en fait, effectivement, il y a le relationnel. Donc ça, j'ai un exemple concret, ça va être plus facile. Et puis, effectivement, il y a aussi le côté décision de l'entrepreneur, où là, ça peut être utile, en fait, de faire de la libération transgénérationnelle et émotionnelle. Je te donne déjà l'exemple concernant le relationnel. Donc moi, j'ai une cliente à moi qui vient me voir. Et là, on est vraiment dans la libération émotionnelle. Donc, en fait, la différence entre émotionnel et transgénérationnel, déjà, c'est que émotionnel, c'est des choses qui appartiennent à ta propre vie, à ton propre vécu.
Transgénérationnelles sont des choses que tu as pu reproduire, mais dont l'origine n'est pas dans ta propre histoire à toi. D'accord. Donc déjà, ça, c'est important de saisir cette nuance-là. Et donc, il y a quelqu'un qui vient me voir, une dame qui travaille justement dans le social, qui, elle, a été travailleuse sociale, et qui maintenant, elle encadre des équipes. Et du coup, cette dame, en fait, elle me dit, voilà, elle a un gros problème relationnel avec quelqu'un. On va lui donner un prénom, on va dire qu'il s'appelle Pierre. On va utiliser les vrais prénoms. Donc, elle me dit, voilà, elle a un gros problème relationnel avec Pierre, elle n'arrête pas de se disputer avec cette personne. Elle a l'impression que c'est même épidermique, tellement elle ne le supporte pas, tu vois. Quand il commence à parler, c'est compliqué. Vraiment, ça tourne très vite au vinaigre, escalade de la violence, etc. Et elle comprend pas pourquoi. Elle sait pas pourquoi c'est à ce point insupportable. Donc, OK, on travaille. Là, je fais le protocole que j'applique à chacune de mes patients, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin vraiment de, si tu veux, d'avoir une approche globale de la situation de la personne pour ensuite voir par rapport à son problème précis. Parce que je considère on n'est pas uniquement une problématique, on est vraiment une personne et que souvent, cette problématique, elle vient juste révéler d'autres choses en dessous. Et donc, on va au fond de son histoire, on travaille dans la première séance et il se trouve que quand elle m'explique l'intégralité des épreuves, enfin l'intégralité, en tout cas les épreuves principales par lesquelles elle est passée dans sa vie, il se trouve que cette dame, quand elle devait avoir 7 ans, elle a subi des attouchements de la part de son oncle. Et paf, comment il s'appelle? Il s'appelle cet oncle Jean-Pierre. Et en fait, j'ai changé les prénoms. Et en fait, si tu veux, ce qu'elle vivait d'épidermique, d'insupportable, au contact de ce Pierre dans son travail, en fait, c'était un écho d'une blessure qu'elle n'avait pas encore guérie, d'accord? Qu'elle n'avait pas encore guérie de l'enfance. Et évidemment, je te donne dans le mille, cette dame, forcément, elle travaillait dans le social, dans le champ de la protection de l'enfance, d'accord? Donc, elle était clairement en train de, inconsciemment, de reproduire ou de réparer, plutôt de réparer ce qu'elle-même, elle avait vécu. C'est-à-dire que, comment dire, cette dame, en fait, inconsciemment, elle n'avait pas réparé le fait d'avoir subi ces attouchements quand elle était jeune. Consciemment, elle se dit, je vais devenir travailleuse sociale. Sauf que inconsciemment, derrière, c'est en fait vraiment son besoin de protéger l'enfant qu'elle-même a été qui parle dans son choix de métier. Et donc, du coup, elle va choisir, en plus d'être travailleuse sociale, un champ donc dans l'aide sociale à l'enfance où elle sait qu'elle, elle va pouvoir protéger les enfants comme elle n'a pas pu être protégée. Et au-delà de ça, tant que ta blessure émotionnelle, elle n'est pas réparée, en fait, si tu veux, tu vas interpréter les situations qui t'arrivent dans la vie à travers les prismes des souffrances que tu as vécues. Ce sont des biais cognitifs. Donc, du coup, ce Pierre au travail, lui rappeler ce Jean-Pierre qu'il avait justement, qu'il avait violé, en fait, puisque de toute façon, les attouchements, on est d'accord que c'est un viol. Et du coup, comme c'était pas réparé, et ben, elle arrivait plus à supporter cette personne, ça devenait épidermique à s'en rendre malade physiquement. Et en fait, c'était un appel aussi inconscient, si tu veux, de son corps à se dire, attends, mais regarde-moi, il faut que tu ailles travailler ça, c'est important. Et du coup, quand on travaille ça, quand on a travaillé justement cette blessure de son enfant, elle, de son enfant intérieur, on a pu libérer toutes les émotions qui allaient avec, mettre des mots et de la compréhension sur ce qu'elle est en train de vivre au travail, petit à petit, en fait, la situation, elle a évolué puisque du coup, ça ne faisait plus écho énergétiquement à ce qu'elle avait vécu dans son passé. Mm. Je sais pas si j'ai été claire du coup sur ça. Si, si. Si je résume ce que tu viens de dire, en fait, c'est qu'elle avait eu un trauma passé dans son enfance et qu'elle n'avait pas guéri, qu'elle Ouais. avait peut-être probablement mis sous le tapis, sous des couches, et qu'en fait, c'est ressorti du coup pendant son travail, notamment dans la protection de l'enfance, parce que comme par hasard, et que ça faisait écho, en fait, elle a rencontré une personne avec le même prénom ou sensiblement le même prénom, qui faisait écho en fait à sa blessure passée, et qui l'empêchait en fait d'avoir des relations harmonieuses dans son travail, si je comprends bien. Exactement. C'est exactement. Il y a plein d'exemples comme ça. J'ai l'autre exemple d'une autre personne qui, en fait, se retrouvait en réunion d'équipe et qui, dès que quelqu'un haussait la voix, était complètement statufié, bloqué. Impossible.
de s'affirmer, même si elle avait pu réfléchir au préalable à tout ce qu'elle avait à dire, tout préparer, etc. C'était impossible. À partir du moment où il y avait conflit, où les personnes en face qui faisaient preuve, qui étaient hiérarchiquement supérieures, faisaient preuve de trop d'autorité, on va dire verbale, et ben elle se statifiait. Et là, pareil, en fait, c'était son enfant intérieur qui avait vécu tellement de traumatismes, de violences psychologiques de la part de son père, qui n'avait pas été guéri et qui du coup l'empêchait de prendre sa place d'adulte. C'était plus l'enfant, en fait, c'était plus l'adulte là qui, sous le joug de l'autorité, euh, qui pouvait justement être dans une violence verbale, et ben c'était plus l'adulte en elle qui s'exprime, mais c'était l'enfant intérieur blessé. Et donc, impossible de prendre sa place. Et puis, du coup, l'humiliation qui va derrière, se sentir rejeté, se sentir pas à sa place, se poser plein de questions, est-ce qu'il faut que je quitte mon travail, etc. Tout ça, en fait, parce que justement, la blessure originale, on va dire, de l'enfant blessé et qui a trop été souffert de violences verbales dans son enfance n'a pas pu être réglée. Mmh. Tu vois, et ça, on a pléthore, en fait. Le monde du travail, c'est un révélateur. Chez les adultes, c'est vraiment un révélateur des blessures de l'enfant intérieur. Et la Mmh. libération émotionnelle, ça permet de travailler ça. Donc ça, si tu veux, c'est sur le côté relationnel, tu vois. Maintenant, sur le côté chef d'entreprise, entrepreneur et décision, il y a quelqu'un qui était venu me voir, si tu veux, vraiment sur le côté coaching, ok, coaching en dépolarisation. Donc on commence, j'aime bien moi travailler, commencer d'abord par le système de valeur intrinsèque. D'accord. Pour vraiment se dire, voilà, il est entrepreneur, il se posait plein de questions à ce moment-là sur l'orientation stratégique de son entreprise. Et donc, je lui dis, OK, bah, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller se reconnecter à ton système de valeur intrinsèque pour justement voir, bah, est-ce que tu es au bon endroit? Parce qu'il se posait la question de savoir s'il allait bouger. Et là, Mmh. en fait, au final, en travaillant sur son système de valeur intrinsèque, tu as tout le transgénérationnel qui ressort. Je m'explique. Si tu veux, lui, euh, c'était un ancien cadre du coup dans le sanitaire. Il a ouvert son entreprise. Il est devenu consultant en sanitaire médico-social et en même temps auprès des TPE. Et puis là, il sentait qu'il avait besoin de changer, qu'il avait besoin d'aller voir ailleurs, avec une volonté complètement incompréhensible d'aller travailler avec des gens qui sont en Angleterre. Il voulait travailler avec l'Angleterre, mais tu sais, mais complètement enfin, sans aucune raison logique, une sorte d'attraction plus forte que lui. Ok. Et en même temps, il était hyper attaché au fait de contribuer au bien-être social des gens, de contribuer, si tu veux, à la sphère du sanitaire, du social, du médico-social. Et du coup, ça l'empêchait malgré tout de s'enrichir. Et du coup, il était tiraillé entre ça. Et quand on fait son système de valeurs intrinsèques, il y a des peurs qui remontent, comme la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, la peur de se sentir emprisonné dans son travail, de ne pas voir grandir ses enfants, la peur de la trahison, de s'associer avec quelqu'un pour s'enrichir, mais au final, d'être trahi. Et puis, toujours ce tiraillement, comme je te disais, entre cohésion sociale et puis enrichissement qui n'arrivait pas à travailler. Et là, en fait, à un moment donné, je lui dis, on va dire qu'il s'appelle Georges, je lui dis, écoute, Georges, ok, il y a toutes ces peurs-là qui sont pas forcément, parce que c'est quelqu'un qui a toujours très bien gagné sa vie, tu vois, donc c'est pas du tout quelque chose qu'il a déjà vécu et dont il pourrait expliquer qu'il a eu peur. Parce que souvent, on se dit, oui, mais c'est parce que j'ai été traumatisée que du coup, maintenant, j'ai peur. Tu vois, ou c'est parce que j'ai été mordue par un chien que j'ai peur des chiens, par exemple. Mmh. En fait, clairement, lui, là, toutes ces peurs-là, il ne les avait jamais vécues lui-même. Et il comprenait pas pourquoi ça Mmh. entravait le développement de son entreprise. Et quand on va travailler, il se trouve qu'en fait, son arrière-grand-père, qui s'appelait François, j'ai travaillé sur un autre prénom, mais en fait, tous les prénoms qui sont reliés de près ou de loin à la France, à la patrie, souvent c'est un engagement civique très fort. Donc son arrière-grand-père, qui s'appelait François, et d'ailleurs mon client, lui, qui s'appelait Georges, ça c'est un faux prénom, il a lui-même appelé son fils Francis. Et bien, il se trouve que cet arrière-grand-père, il était résistant lors de la guerre. Ok. Donc, il s'était allié à l'Angleterre au service de la liberté, qu'il avait été trahi par son beau-frère et du coup qu'il avait dénoncé en tant que résistant. Et au final, cet arrière-grand-père, il a du coup été emprisonné. Il n'a jamais vu ses enfants grandir, alors que sa femme était enceinte quand il a été arrêté. Donc en fait, quand, si tu veux,
Le travail sur les valeurs intrinsèques nous a amené à faire remonter toutes ces peurs. C'était pas prévu, hein. C'est juste que, en fait, ce travail-là a amené à faire remonter toutes ces peurs. Mmh. Et ces peurs, il se trouve qu'en fait, toutes ces peurs ne lui appartenaient pas directement, mais complètement à son arrière-grand-père. Tu vois, la Mmh. peur de la trahison. Comment dire? D'être relié à l'Angleterre. Mais ça, clairement, c'est l'histoire qui l'explique, du coup, tu vois, c'est parce qu'effectivement, il était résistant et c'était l'Angleterre qui a permis de soutenir les résistants en France. Cette peur comment dire, ce besoin de participer à la cohésion sociale, ça venait en fait de son arrière-grand-père qui, lui, avait un engagement hyper fort, puisque devenir Mmh. résistant, tu imagines le courage que ça a demandé. Et donc, en fait, tout ça, ça ne lui appartenait pas. Et c'était en train d'entraver le déploiement de son entreprise et l'orientation stratégique de son entreprise. Donc, à partir du moment où on a tout compris, on a fait tous ces liens-là, et bien, du coup, lui, ça lui a fait la prise de conscience, ça a été une libération au niveau émotionnel, la charge, le poids. Et il a pu lâcher tout ça. Mais c'est surtout qu'il a pu, bah, déjà, reconnaître que ses peurs lui appartenaient pas, que cette envie incompréhensible de travailler avec l'Angleterre, en fait, était un écho de ce qu'avait vécu son arrière-grand-père. Et que s'il voulait le faire, il pouvait le faire. Mais maintenant qu'il le faisait, parce que lui le voulait, pas parce que son arrière-grand-père l'avait vécu. Donc ça, c'est une grande différence, tu vois. Bien sûr. Ensuite, que cette peur de s'associer, en fait, la peur de la trahison, c'est parce que le beau-frère de l'arrière-grand-père l'avait trahi. Donc, il a pu libérer aussi cette peur-là de la trahison et s'autoriser à, s'il a envie, de bien choisir ses partenaires. Tout simplement, tu vois, de sortir, de plus être dicté par sa peur et donc de pas s'associer. Tout simplement reconnaître que cette peur lui appartient pas et du coup, bah, s'il décide de s'associer, il le fait sans la peur derrière. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Juste sur la fin, en plus, ça m'a tilté, du coup, parce que j'avais une question et tu y as répondu. Et quelque part, en fait, ton travail et enfin, surtout le travail du coaché et au travers de ton accompagnement, c'est de l'amener à se rendre compte que ces peurs, enfin, que les peurs, les traumas, les peurs, les événements passés, de ses aïeux ne lui appartiennent pas. C'est ça. C'est d'arriver à se détacher énergétiquement, en fait, de ces Oui, expériences-là pour pouvoir enfin être libre et être pleinement soi-même, si je comprends bien. c'est ça. Oui, parce que ce sont des programmes inconscients qui dictent nos actions. Tu vois, lui, là, il avait le programme inconscient que même si ça le rendait pas heureux et que même si, du coup, il pouvait pas s'enrichir, mais il fallait absolument résister à tout prix, défendre les opprimés, quitte à perdre son libre arbitre. Parce que c'est ce que son aïeul a vécu. Et donc si tu veux, ça s'engramme, effectivement, et ça, c'est l'épigénétique qui le prouve, ça s'engramme au niveau de notre ADN. Mm. En fait, si tu veux, toutes les émotions, les traumatismes émotionnels et même physiques qui ne s'expriment pas, qui ne sont pas résolus du vivant de la personne. Anne Hanslin Schussenberg, c'est celle qui a créé la psychogénéalogie, elle dit que ça vient s'imprimer. Et où est-ce que ça s'imprime? Ça s'imprime dans notre mémoire cellulaire. Et donc, on va avoir comme ça des mémoires dans notre ADN qui vont être réveillées par ce qu'on va vivre et qui, du coup, vont induire chez nous des comportements réactionnels. Tu vois, on va être dans des situations qui vont faire écho à ce que nos ancêtres ont vécu. Et comme ils ont été en danger, comme ils ont souffert, comme ils ont été opprimés, etc., par rapport au traumatisme qu'ils ont vécu, et ben du coup, nous, notre inconscient, il va avoir peur, il va freiner. Et Mm. du coup, bah, même si on a des objectifs à atteindre, on va être hyper freiné parce que on a ces traumatismes-là qui se réveillent chez nous à un moment T. Et l'épigénétique, elle l'a prouvé, ça notamment, avec plusieurs études qui ont été faites, tu sais, sur les descendants des holocaustes, enfin de l'Holocauste, qui ont prouvé qu'en fait, les descendants de l'Holocauste, ils ont une réaction au stress beaucoup plus intense. Ils ont plus tendance à devenir hypochondriaques. Ils ont beaucoup plus de difficultés à faire confiance. Ils sont beaucoup plus dans la méfiance. Même si pourtant, ce n'est pas eux qui ont vécu le traumatisme, mais c'était bien leurs ancêtres. Et on est Mm. de plus en plus en train de prouver ça au niveau épigénétique. On a prouvé aussi au niveau il y a des tests qui ont été faits sur les souris, ou des souris qui étaient, si je vais trop loin, tu me dis par contre, c'est possible que j'aille Vas-y, un peu vas-y. loin, mais En fait, c'est que c'est passionnant, donc vas-y. Ça coule tout seul. c'est ça, si tu veux, il y Je a t'en prie. des études sur les souris qui ont prouvé qu'on mettait un groupe de souris, si tu veux, on les a testés, on leur a mis une certaine odeur, on a dégagé une certaine odeur dans leur cage, et juste après cette odeur, on leur donnait un choc électrique.
Donc, ces mêmes souris, ce même groupe de souris, on va l'appeler le groupe de souris numéro un. Et bien, du coup, dès que on mettait, si tu veux, le même parfum dans la cage, tout de suite, elle se contractait, elle était stressée parce qu'elle savait que derrière, il allait avoir le choc électrique. Et là où ça devient incroyable, c'est que le groupe numéro 2 de souris, c'est-à-dire les enfants de ces souris, et le groupe numéro 3, donc les petits-enfants de ces souris, sans qu'ils n'aient jamais été soumis au choc électrique, ils ont eux aussi développé le même stress, la même tension musculaire dès qu'ils sentaient la même odeur. Hmm. Donc, en faisant ça, c'est-à-dire qu'on prouve que le traumatisme des groupes du souris du groupe numéro un, eh bien en fait, il a imprimé l'ADN des souris jusqu'à les arrières, les petits-enfants de ces souris. Ils n'ont pas encore fait jusqu'aux arrières, mais en tout cas chez les êtres Hmm. humains, et c'est pour ça que le proverbe amérindien, il est très fort, parce que du coup, ils le savent depuis toujours. Sur 7 générations, on a des échos. D'ailleurs, en psychogénéalogie, on part du principe que il faut 7 générations d'un traumatisme non résolu pour créer des maladies psychiatriques. À ce point-là. Parce qu'en fait, c'est vraiment important de libérer tous les traumatismes qui n'ont pas pu être libérés, puisque du coup, ce sont notre ADN qui va être impacté et qui va du coup se traduire. Qui va traduire, en fait, qui va continuer à traduire de manière différente ce même traumatisme. D'accord. Alors, j'ai plusieurs questions qui découlent. Euh, Alors, la première, on va dire, la première, la personne du coup en question que tu as pu accompagner, une fois qu'elle a pu libérer, enfin, que tu as pu travailler avec elle, du coup, elle a pu prendre la main sur son entreprise. Oui. Du coup, ça a pu, voilà. Oui. Pour un entrepreneur, du En coup, fait, qui fait ça derrière, c'est que ça l'a. si tu veux, il s'est autorisé à dire, OK, d'accord, c'est vrai que c'est important pour moi l'engagement citoyen, l'engagement civique et la citoyenneté. Mais si tu veux, ça l'a lâché, ça lui a permis de lâcher une espèce de redevabilité qu'il avait envers son aïeul. Et donc, il s'est autorisé à explorer d'autres champs des possibles. Et c'est là où ça rejoint la dépôt d'ailleurs, c'est qu'il s'est autorisé à se dire, OK, c'est vrai que j'ai envie de faire ça, mais au-delà de ça, j'ai aussi ça qui, moi, m'anime, que moi, vraiment, j'ai envie d'aller explorer. D'accord? Notamment le côté franchise. Tu vois, lui, il voulait aller développer une franchise, il trouvait que c'était intéressant, il voyait les opportunités financières derrière, etc. Mais il s'autorisait pas parce que franchise, ça voulait dire, entre guillemets, capitalisme, mais surtout, ça voulait dire faire générer de l'argent, etc. Et pas forcément au service de la population. Et donc là, si D'accord. tu veux, ça lui a permis de vraiment de remettre tout à plat et se dire, bon, OK, il y a ce que mon ancêtre a vécu jusqu'à aujourd'hui. Lui, il a 52 ans, je crois. Jusqu'à aujourd'hui, ben, du coup, j'étais là-dedans et j'ai répondu à son besoin d'équité sociale et de citoyenneté. Et maintenant, OK, mais moi, j'ai aussi besoin et envie de ça. Et surtout, là où c'était génial, et c'est pour ça que les entrepreneurs qui sont parents, je les invite vraiment aussi à faire ce travail sur eux parce que cette peur, si tu veux, cette peur profonde de ne pas voir grandir ses enfants, pardon, d'être, de travailler tellement, d'être emprisonné dans son travail, et du coup, de ne pas pouvoir avoir un équilibre vie familiale, vie professionnelle, ça aussi, ça lui appartenait pas. C'est parce que, en fait, son arrière-grand-père, c'est son engagement qui a fait qu'il a fini emprisonné. Et donc, effectivement, il a été séparé de sa femme et il a jamais vu ses enfants grandir. Mais cette peur-là, du coup, elle n'appartenait pas à mon client. Et en faisant ça, ce qui est magique, c'est que dans sa vie, il ne s'est plus attiré des situations où il était tout le temps en conflit et en difficulté dans cet équilibre vie perso-vie. D'accord. Et alors, justement, ça renvoie sur une autre question. C'est Mhm. passionnant. Euh, Avec la dépolarisation, par exemple, là, on est sur une Oui, pratique du coup d'accompagnement, de coaching mental, qui va travailler sur cette vie présente. oui, On va travailler sur des concepts autour de l'identité, mais on travaille comme sur le présent. Enfin, oui, ce qui peut recocher sur des moments d'enfance, mais on reste en tout cas dans cette vie. On va pas au-delà des ancêtres. On va pas au niveau des ancêtres directement. En fait, on va surtout sur la personnalité de la personne. Euh, oui, mais par exemple, tu me parles que la trahison lui appartenait pas, par exemple. Ce sentiment de trahison n'appartenait pas à oui, cette personne. Nous, on travaille aussi les thématiques de trahison, justement. On arrive justement à détacher justement le trait de caractère
de ce fait parce qu'on a élargi le prisme, parce qu'on a travaillé sur une autre façon en fait d'approcher ce concept. Et pour autant, on arrive à libérer justement on arrive à libérer justement des fois justement ces concepts comme la trahison, comme le sentiment d'être jaloux, comme l'arrogance, l'égoïsme, la malhonnêteté, etc. Tous ces concepts, on se réapproprie parce qu'on se rend compte qu'il y a autant de bénéfices et d'inconvénients que c'est ni bien ni mal. Et donc, du coup, on se réapproprie et on se libère de ça. Euh, Quelle place il y a avec la libération justement transgénérationnelle? Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est par exemple c'est plus intéressant de faire d'abord la libération transgénérationnelle avant et puis on attaque directement après la dépolarisation si c'est nécessaire par exemple? Ou méthode de coaching mental plus dans la vie présente? Euh, Comment toi tu envisages les choses là-dessus? Alors, moi, tout tourne autour pour moi de l'identité. Alors, je prends le temps de bien te répondre parce que c'est hyper subtil, si tu veux. Il y a différentes façons. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, la trahison, par exemple, la peur de la trahison, tu peux complètement la travailler avec la dépolarisation. Si j'avais fait ça avec cette personne, il se trouve qu'en fait, cette personne n'a jamais vécu, Georges en question, il n'a jamais vécu, lui, de trahison. C'est juste une peur hyper forte en lui, inexpliquée. Ah, bah, après, on l'a expliqué. Mais je veux dire, lui-même n'a jamais vécu de trahison. Et là, en dépolarisation, tu as deux possibilités. En tout cas, ce qu'on nous a appris, hein, c'est que tu peux soit se dire, OK, tu as jamais vécu de trahison, mais est-ce que tu sais si quelqu'un de ta famille a vécu de la trahison? Et donc là, tu peux aller travailler, si tu as l'information, bien sûr, tu peux aller travailler sur dépolariser, exactement, justement, dépolariser, c'est quoi les inconvénients, les avantages, etc., de telle personne que tu as connue qui a été trahie. Et de faire ça, en fait, ça peut aplanir les choses. OK? Hmm. En revanche, pour moi, là où ça peut être hyper complémentaire, c'est justement quand tu te dis, bah, euh, comment te dire, quand tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça marche et ça marche pas. Parce que par exemple, ça peut arriver que des fois tu travailles sur de la dépolarisation, tu libères plein de choses, 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 et pourtant il y a des choses que tu vas pas forcément réussir à libérer avec la dépolarisation. Je donne un exemple. Je donne un exemple, oui. Justement, par exemple, tout ce qui est, tu vois, la dernière fois, un séminaire, Pierre, il disait que tous les symptômes que, ton, que tu as, physiques, en fait, ils sont reliés à quelque chose que tu as vécu, qui est émotionnel. Et que du coup, en travaillant, en lâchant l'émotionnel négatif lié à ce que tu as vécu, tu peux réduire les symptômes. Mais lorsque ces symptômes, ils sont héréditaires, c'est là où ça devient intéressant de faire du transgénérationnel. Tu vois, lorsque tu as des maladies en fait qui sont héréditaires et que du coup, toi, tu n'as aucune conscience de pourquoi moi, quel aurait été, si tu veux, quel aurait été mon traumatisme émotionnel qui aurait pu induire ce symptôme physique alors que je l'ai depuis la naissance. Tu comprends ce Hmm. que je veux dire? Oui, bien sûr. Et ben là, il n'y a rien. Tu comprends? Il y a pas de matière. Et c'est là Hmm. où, du coup, c'est hyper complémentaire d'aller travailler sur le transgénérationnel. Puisque, du coup, énormément, enfin, les choses qui sont héréditaires, elles le sont bien évidemment au niveau physique et au niveau émotionnel. Et donc, du coup, c'est que en travaillant sur le transgénérationnel, eh bien là, tu peux comprendre. Je te donne un exemple concret, je pense que ça va être peut-être plus parlant. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu me voir et les symptômes qu'il avait, cette personne-là, les symptômes qu'elle avait, c'était une irritation au niveau de la gorge qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Il a fait tous les tests. Rien. Aucune explication scientifique. Il n'y avait rien. Ah, monsieur Untel, non, mais en fait, il n'y a pas d'explication. On ne sait pas, c'est quoi. Il avait ça. Il avait en même temps la phobie de l'eau, alors qu'il s'était jamais noyé. Il ne savait pas nager, du coup, à 50 et quelques années. C'est pas la même personne, hein. Impossible pour lui de mettre la tête sous l'eau dans la mer. Déteste le poisson et une peur indescriptible de monter en bateau. Et il venait me voir à la base
Même pas pour ça, il venait me voir à la base parce qu'il venait de vivre une rupture amoureuse très compliquée, qu'il n'arrivait pas à s'en détacher. Enfin, il venait de vivre, même pas, ça faisait 10 ans, et il n'arrivait toujours pas à s'en détacher, c'était toujours présent, tu vois. Et il se sentait toujours coupable, il se sentait toujours abandonné, impuissant, etc. Bref. Et quand on travaille, alors tu vois, ça, bien sûr, la rupture, on aurait très bien pu le dépolariser. Mm. D'accord? Pour qu'il ne sente plus cet abandon, cette culpabilité, etc. Très bien. Mais comment on aurait travaillé sur son irritation à la gorge en dépôt? Si tu as la réponse, je veux bien, vraiment. Mais tu vois, là, pour le coup, c'était compliqué. Et quand on a travaillé sur le transgénérationnel, et c'est là que ça va t'intéresser, je pense. Tu sais, dans le transgénérationnel, on fait aussi énormément attention au prénom. Et Mm. donc, il se trouve que l'arrière-grand-père, non, le grand-père, pardon, de cette personne s'appelait Thomas. Dans le prénom Thomas, tu as comment dire, au niveau énergétique, tu as le O, donc qui est relié directement à l'OEAU, et tu as le mât d'un bateau. D'accord? Et il se trouve qu'en fait, son grand-père, à cette personne, son grand-père, qui s'appelait Thomas, en fait, il est mort parce qu'il a été renversé par le mât d'un bateau et que du coup, il est mort noyé. Il est mort noyé et derrière lui, il a laissé une femme avec des enfants. Et en fait, ce que mon client était en train de revivre au niveau de sa gorge, c'était justement ce sentiment de noyade. Et tout Mm. s'expliquait dans tous ses symptômes. C'est-à-dire que lui-même n'avait jamais vécu de noyade et pourtant il avait une phobie de l'eau. Il détestait le poisson et il ne pouvait pas mettre sa tête sous l'eau. Il avait tout le temps mal à la gorge, tout le temps irrité, irrité, irrité. Et en plus de tout ça, ce qu'il n'arrivait pas à dépasser, c'était ce sentiment d'avoir été abandonné. Donc en fait, lui, il était en train de revivre à la fois ce que sa grand-mère avait vécu, parce qu'elle avait été veuve, à la fois ce que son grand-père avait vécu parce qu'il était mort noyé. Et tout ça était en train de se revivre dans sa vie alors que ça lui appartenait pas directement. Et donc, si C'est tu veux, incroyable. Ouais. comment? Je trouve ça juste incroyable. Et du coup, à la suite de ça, ça a libéré. Mais ça vient automatiquement. Enfin, c'est vraiment. Alors non. Comment ça se passe après? Ah ben alors du coup, en fait, c'est ça. Et c'est là que mon travail, si tu veux, c'est d'abord on comprend. Les étapes, en fait, c'est d'abord et c'est pour ça que je pars à chaque fois de l'histoire de la famille, de la personne, pardon. Parce qu'il y en a pas qui me disent, ouais, mais moi je connais rien sur mon histoire, j'ai aucune information sur ma famille, je parle plus à personne, j'ai aucune info, je peux pas travailler sur moi. Et là, moi je leur dis, mais non, mais stop, parce qu'en fait, d'abord on part de vous, de tout ce que vous avez vécu, parce que tout ce que vous avez vécu, c'est des indices de votre inconscient pour aider justement à soulager le passé. Et ben là, moi, je suis partie complètement de tout ce que lui, de toutes ses épreuves à lui, en fait, de cette phobie, etc., etc. Et à partir de ça, en fait, on reconstruit l'histoire. Et là, en fonction, après, donc quand tu comprends, quand tu analyses tout ça, en fonction aussi, si tu veux, de l'ouverture spirituelle de la personne. Parce que si j'ai quelqu'un en face de moi qui est hyper cartésien, bon, on va passer par des moyens hyper cartésiens. C'est-à-dire, on va aller vérifier les actes de naissance, on va aller faire des recherches à l'état civil, et c'est OK. Mais si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est ouvert un petit peu plus à ce qui est moins cartésien, eh ben, on peut s'aider différemment. On peut faire des méditations guidées, on peut faire des régressions, on peut faire aussi. Moi, je travaille énormément avec les oracles parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper fort. Et au niveau énergétique, ça parle. Et donc, si tu veux, ben, on va justement décoder toutes ces histoires-là. Et une fois qu'on a compris tout ça, après, en fait, ce qu'on va mettre en place, ce sont ce que j'appelle des rituels, ou de manière plus classique, des protocoles, où il s'agit, si tu veux, de donner la bonne information à tes cellules. Parce que c'est tes cellules qui portent ta mémoire transgénérationnelle. Mm. Ok. Donc, tu donnes la bonne information à tes cellules, c'est-à-dire les bons mots. Il faut que ce soit des mots qui font sens. Avec ça, tu mets la bonne intention, c'est-à-dire que l'intention, elle n'est pas d'aller juger ton ancêtre. Elle n'est pas, tu vois, tu fais pas ça pour gagner de l'argent, par exemple. Tu vois, ton intention derrière, c'est de comprendre, libérer, transformer. Et puis, la bonne énergie, c'est-à-dire une énergie où tu es aligné avec ça. Tu le fais en conscience. Tu es d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et quand tu as ces trois critères-là, tu vas répéter avec moi des phrases, des sortes, si tu veux, oui, de protocoles pour justement aller libérer au fur et à mesure tes cellules. Et parfois, ça peut être nécessaire aussi d'avoir des actes symboliques.
Je te donne un exemple, ça paraît un peu bête, mais en fait, c'est important dans la réconciliation. Par exemple, il y a une femme qui était venue me voir hyper triste parce que elle était, en fait, si tu veux, elle était envahie par la tristesse de toutes les femmes de sa lignée qui avaient perdu à chaque fois des bébés. Et donc, elle était envahie par cette tristesse-là. On comprend, on donne les 3 critères que je t'ai donnés, et ensuite, ce que je comprends, c'est que sa grand-mère, avec qui elle avait un lien très, 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 très proche, était très pauvre, mais chaque fois qu'elle venait la voir, lui faisait ce qu'on appelle chez nous une sauce bœuf. Voilà, c'est une recette. Et du coup, pour aller réconforter ses ancêtres, l'information que j'ai eue à ce moment-là, c'était que c'était hyper important que cette femme-là, elle refasse cette même sauce bœuf, qu'elle partage ça avec ses filles. Tu vois, il y a des actes comme ça, symboliques, que tu fais en conscience, qui permettent en fait de Réunifié. aussi, ouais, de modifier l'énergie, de modifier l'émotion. Et que du coup, ces ancêtres, l'énergie de ces ancêtres, ils soient libérés. C'est, on pourrait parler pendant 3h30, parce que je pense que des exemples, tu en as pléthore. Mais c'est vrai que Ouais, c'est. c'est pour ça que j'arrête là. Non, non, c'est super parce que en fait, si on résume bien tout ça, ce que tu veux dire, c'est que même je râle un peu sur l'entrepreneuriat, mais ça peut être, je sais que tu accompagnes du coup plein d'autres personnes avec différents types, ne serait-ce que par la richesse de ton parcours et puis le fait que ce que tu fais peut aider du coup tout le monde en vérité, hein, pas qu'une catégorie de personnes. Euh, mais si on revient un peu sur les entrepreneurs, en fait, c'est cette capacité à pouvoir reprendre la main sur la vie, sur sa vie présente en ayant travaillé des choses qui ont été engrammées dans son ADN euh, du fait de son histoire passée. Oui, Euh, Également, du coup, ça permet de délier des problématiques qui échappent en fait, entre guillemets, à sa vie présente, mais qui ont une action directe sur sa vie présente. Et donc, quand on veut développer un business, oui, faire pérenniser une entreprise, guider des équipes, être dans du relationnel, des prises de décision, des décisions très importantes, quand on est amené à voir stratégiquement une orientation d'entreprise, quand on est amené à, à être dans des politiques aussi de ressources humaines, quand on est amené justement à mêler différentes prises de décision, d'approche de l'être humain et surtout de relation à soi aussi dans ces décisions-là et dans ces expériences en tant qu'entrepreneur concrètement, comment aussi attirer des clients, comment arriver à s'enrichir, comment arriver à, à développer son niveau de vie, à équilibrer son niveau de vie, tout ça. Je fais exprès de regrouper tout ça. Euh, c'est important finalement de travailler sur soi, mais également profondément aussi sur soi, donc sur les vies de nos ancêtres qui pourraient également avoir cet impact-là. Donc ça a oui, quand même quelque part, par toutes tes expériences que tu viens de me citer, une incidence directe sur des objectifs purement, on pourrait mettre purement cartésiens, jusqu'au moins cartésien, jusqu'au fait de se sentir pleinement rempli, complet à l'intérieur de soi, peut-être libéré, réuni, et en même temps oui, d'avoir aussi des objectifs purement terrain, d'entrepreneur et de dirigeant, quoi. c'est ça. Si j'ai bien résumé ça, quoi. Et Oui, donc c'est tout simplement passionnant et j'invite du coup nos chers auditeurs à se renseigner davantage sur le sujet. Et d'ailleurs, je vais faire un peu la transition rapide sur la fin, mais je te remercie infiniment pour toute la richesse de ce que tu viens de donner et ô combien c'est passionnant. Mais également, je tiens à préciser à nos chers auditeurs que Anne-Claire est bien présente sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la voir alors sur Facebook, tu m'as dit. Tu as un site mhm. internet? Oui, j'ai un site internet. Donc, en fait, c'est Défi d'identité. Défi Donc, c'est d'identité, c'est bien Anne-Claire ça. Calment, Défi d'identité sur Facebook. Sur Facebook, sur Sur, Instagram. oui, sur Instagram, c'est défi au pluriel, point D, point identité. Hmm. Et puis sinon, c'est par message. Par message. De toute façon, je vais mettre tes coordonnées sur la description de la vidéo, bien évidemment, pour que les gens puissent en savoir plus sur toi et sur ce que tu partages. Et, euh, et moi, je te remercie sincèrement, en tout cas, Anne-Claire, pour tout ça. Et je remercie aussi tous les auditeurs d'avoir été présents sur ce podcast. J'espère que ça vous a plu au moins autant que moi. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous avez trouvé ça pertinent, de mettre ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et si vous aimez ce genre de contenu sur des thématiques justement transverses,
à l'entrepreneuriat, à la performance, à la richesse, à la croissance personnelle, tout simplement. Et si ça vous plaît, de pouvoir en produire d'autres. Et je vous dis du coup à très vite pour un prochain podcast. Et je te dis au revoir Anne-Claire. Merci à Merci tous. encore. Au revoir. Au revoir.